Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Charles Schwab? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné de Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. D'accord? Donc, on va aller rapidement ici. Avant de commencer, c'est une entreprise ici qui a souffert au même moment que les compagnies bancaires. Et qu'est-ce qu'elle fait exactement? En fait, simple, c'est un broker. OK? C'est un broker. Et n'oubliez pas que vos brokers sont un tout petit peu des banques, entre parenthèses, des mini-banques. Parce qu'à la fin de la journée, réfléchissez un tout petit peu. Quand vous allez mettre de l'argent dans vos comptes de courtage en ligne, d'accord? Vous donnez de l'argent à vos brokers. Il peut s'appeler DGiro, il peut s'appeler Trade Republic, il peut s'appeler Boursorama, il peut s'appeler, comment il s'appelle encore? J'oublie souvent le nom de cette compagnie-là. Interactive Broker. Quand vous allez leur remettre votre argent, vous avez entendu dernièrement, on fait beaucoup de pubs selon les pubs comme quoi votre cash est maintenant rémunéré sur X ou Y broker. C'est simple. À la fin de la journée, c'est juste pour attirer votre cash dans leur compte. Et vous pensez que pour vous rémunérer, c'est uniquement pour vos beaux yeux? Non. Votre argent va servir à autre chose. Donc, si l'entreprise vous rémunère, si elle vous demande votre cash, donc achète votre argent, d'accord, pour vous donner à peu près 2% de cashback, OK, entre parenthèses, techniquement, derrière, elle va au moins avoir 2% plus quelque chose. Ça lui permet de faire sa marge. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les banques un tout petit peu. OK? Donc, vous allez voir que cette compagnie-ci, sur les derniers rapports financiers, elle a fait quelque chose. Elle a reclassifié certaines de ses obligations. Donc, voilà, les obligations qu'elle détenait. D'accord? Donc, ce n'est pas de la dette essentiellement. Enfin, ce n'est pas de la dette pour l'entreprise. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'était un investissement dans des obligations ici. Elle a reclassifié ces obligations à long terme là, ce qui lui a permis d'éviter le fameux Held to Maturity. Donc, HTM dont on entend énormément parler dans le secteur bancaire aujourd'hui. C'est simple, ça veut juste dire que les obligations que vous détenez ici sont à peu près évaluées à leur valeur du marché actuel si vous étiez forcé à les vendre. Aussi simple que ça. Donc, c'est-à-dire que certaines de ces obligations qui sont par exemple à 100, théoriquement, en réalité, sont aujourd'hui à 50. Ça ne veut pas dire qu'elle va perdre de l'argent dessus ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si elle est forcée à les vendre aujourd'hui, voilà ce qu'elle pourrait avoir. OK? Donc, c'est à peu près ce genre de situation-là qui s'est passé aux alentours pour SVB. Je pense bien, c'est SVB, exactement. Mais attention, ce n'est pas le Held to Maturity le problème. Le problème, c'est le fait que les clients retirent leur argent, donc les dépôts. D'accord? Quand on retire parce que la banque, essentiellement, comme je l'ai dit ici, achète et vend de l'argent. Attention, je répète encore une fois, ce n'est pas une banque. OK? C'est un broker, mais elle fonctionne un peu comme une banque. C'est ce qui inquiète un tout petit peu le marché. Mais quand vous allez regarder au-delà, en fait, ça reste un broker, en fait. La plupart, j'ai de l'argent sur mon broker. C'est pas pour autant que je ne me suis même jamais rendu compte de combien est-ce qu'on rémunère pour cette affaire-là. D'accord? Tout simplement parce que cet argent-là est uniquement dédié à un investissement futur. OK? Uniquement. Donc, parfois, on est même souvent surpris de voir, oh, on a eu quelque chose en supplément. Ah ouais, c'est la rémunération ici de mon cash. Ok, c'est une bonne chose. Mais bon, à la fin de la journée, c'est pas ça que je suis venu chercher quand je suis allé poser mon argent chez mon broker. Ce que je recherche avant tout, c'est identifier une opportunité d'investissement et utiliser mon cash pour pouvoir, et quand je dis utiliser mon cash, je vais utiliser mon cash chez mon broker pour pouvoir acheter ces entreprises-là. D'accord? Ou bien ces ETF-là, dépendamment de ce que vous recherchez en particulier. OK? Donc, ce n'est pas comme si vous allez retirer votre argent du jour au lendemain parce que vous allez constater que le broker vous rémunère mal ou quoi que ce soit. Non, ça ne fonctionne pas de la même façon avec une banque où vous pouvez vous permettre d'aller retirer votre cash dans une banque pour la ramener dans une autre ici, tout simplement parce que vous voulez avoir un rendement un rendement ici sur votre cash un peu plus élevé que ce qui est offert. Généralement, théoriquement, vous pouvez le faire, mais généralement, les gens ne le font pas. D'accord? La dernière fois que vous avez changé de banque, c'était quand? OK? Il faut vraiment un événement spécial ou bien extraordinaire pour qu'on vous pousse à aller chercher votre argent à la banque. OK? Donc, Charles Schwab ne fonctionne... Il faut faire attention quand on fait à peu près cet amalgame-là. Enfin, quand je dis un amalgame, elle fonctionne un tout petit peu comme une banque. Donc, maintenant, vous savez que les banques, c'est un tout petit peu, entre parenthèses, la perception du risque est très élevée en date d'aujourd'hui. J'ai bien dit la perception du risque. Et vous avez vu les derniers résultats financiers ici de... Wells Fargo, de JP Morgan, de Citigroup, ils sont bons. Ils sont même très bons à la fin de la journée. OK? Cette situation a même été bénéfique pour elles.
OK? Donc, Charles Schwab ici a publié ses résultats financiers il y a quelques heures. Et vous allez également voir que ces résultats financiers-là sont à peu près intéressants également. Et vous allez voir que qu'est-ce qui booste ces résultats financiers-là? À peu près les revenus issus des intérêts. Donc, les revenus issus des intérêts, allez-y voir ce que ça représente ici. Donc, pour cette compagnie, j'ai assez parlé. On va continuer, on va parler des chiffres ici aujourd'hui. OK? Donc, vu que je vous ai déjà donné la description de la compagnie, ici, on va directement dans les états financiers. OK, je vais regarder ici la tendance des revenus. C'est les revenus croissants. Et quand vous voyez cette variation, si ça veut dire quoi? Attention, ça n'a pas encore été actualisé par rapport aux derniers résultats financiers ici. Ça, l'entreprise a fait une acquisition ici. Je pense que l'acquisition, c'est TD Ameritrade qui a été acquis ici dernièrement. Donc, faites attention. Donc, c'est pour ça qu'on a cette grosse croissance-là, donc ce boost-là. Mais voilà, c'est généralement ici, voilà, c'est généralement dû à une acquisition. OK? Donc, c'est rare de voir une entreprise croître aussi violemment à l'espace d'une seule année. OK? Donc, vous allez voir une croissance aussi élevée. C'est très, très rare. OK? C'est pour ça que je dis que c'est lié à l'acquisition. Même pas que je dis, c'est lié à l'acquisition de toutes les façons. Donc, on continue. Maintenant, je vérifie les net income ici. En termes de net income, qu'est-ce qu'on observe sur cette compagnie ici? On a des net income ici aux alentours de 6 milliards 630. J'aurais pu aller regarder les free cash flow ici, donc les net income par rapport aux marges, par rapport aux revenus ici. En termes de marge, vous allez constater quoi? On a ici des net income, on a ici des marges de près de 34%. Donc les marges augmentent de plus en plus. C'est une bonne chose. Or, quand les taux d'intérêt augmentent également, cette compagnie aura tendance également à gagner un tout petit peu plus d'argent, des revenus, donc par rapport aux revenus issus ici des intérêts. Mais également, dites-vous que les revenus issus des intérêts vont augmenter, mais également, vous allez devoir payer des intérêts un peu plus élevés pour les personnes qui vont déposer du cash dans leur compte de courtage. Mais voilà, généralement, c'est moins rémunéré que dans un compte en banque classique ici. OK, donc faites attention. Donc, elle aura tendance ici à payer moins que ça. Parce que le but premier des gens qui ont leur argent, comme je l'ai dit tantôt chez leur broker, c'est d'investir. OK, c'est pas plutôt d'être rémunéré ici par rapport à leur cash, etc. Donc, c'est pour ça que quand je dis souvent, ça ne sert à rien de s'exciter par rapport au fait que le broker vous rémunère tel pourcent, tel 4% ici. Ce n'est pas un argument marketing ici. Enfin, ce n'est qu'un argument marketing ici pour attirer votre cash. OK? Parce qu'à la fin de la journée, ils savent qu'une fois que votre cash sera déposé dans le compte, en fait, en réalité, votre objectif, ça serait d'investir à peu près dans une entité. Je l'ai déjà mentionné tantôt tout à l'heure. Donc, les marges de 34,6% ici. Alors, vu qu'on est à la limite entre un broker et une banque classique ici, je vais me limiter au net income ici de cette compagnie. Donc, on pourrait avoir quelques ratios supplémentaires ici, mais bon, je vais me limiter uniquement à ces éléments-ci. Donc, on a à peu près des marges à peu près assez correctes ici. En termes de prévision, encore une fois, les prévisions, est-ce qu'elles ont déjà été actualisées par rapport aux nouveaux résultats? Je ne pense pas. OK? Donc, vous allez remarquer ici que les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires à peu près de 25 milliards d'ici 2025. C'est également un business assez prévisible quand vous allez regarder au niveau de Charles Schwab. C'est une belle entreprise, hein? C'est une très belle entreprise. Donc, maintenant, c'est juste la façon, la reclassification de ces obligations-là qui peut peut-être poser des questions ici par rapport à la moralité du management ici. Encore que ce n'est pas illégal ce qu'ils ont fait. Il faut faire très attention. Donc, on pourra aller voir ça ici. Donc, ici, en termes de bénéfices nets, est-ce que c'est un business qui est assez prévisible ici? Vous allez voir que voilà, ça va. D'accord? C'est 60% du temps ici, les analystes ont raison. OK, les fois où ils n'ont jamais pas raison ici, on va dire que la marge d'erreur ici est supérieure ici on ne tolère pas plus de 20% ici de marge d'erreur ici. Donc quand on va au-delà un tout petit peu, c'est en rouge. Donc vous allez voir ici que les fois où ils ont eu tort, c'est 2% en supplément, 0,12%. Et là, ici, on a à peu près, là, c'était presque le double. Mais là, ici, on sortait à peu près un tout petit peu ici de ce qu'on appelle le GFC, donc la grande crise financière ici de 2008. Donc, il faut également remettre généralement ce genre de choses dans leur contexte. OK? Donc, cette entreprise bouge également par rapport à l'environnement boursier ici, l'optimisme ou le pessimisme des gens. Parce que ce qui est bizarre, c'est que quand vous êtes optimiste, quand le marché monte, les gens ont tendance à faire des transactions. Et quand le marché baisse, ils ont tendance à faire moins de transactions. Or, c'est quand le marché baisse qu'il faut faire plus de transactions. Et quand le marché monte, qu'il faut faire moins de transactions. Enfin, théoriquement, la vue générale, c'est ça. Mais quand on dit moins faire de transactions, c'est juste dire que quand le marché est baissier ici, en fait, ce sont les soldes pour les entreprises qualitatives. Je ne dirais pas qu'il faut acheter tout et n'importe quoi quand le marché baisse. Non. OK. Donc, on va se dire que c'est un business assez prévisible. Donc, je vais être clairement optimiste ici.
Nous avons une entité et pour ça, c'est un business qui se négocie à 20 fois les bénéfices. Hein. Vu ici que j'ai un problème avec la dette nette qui sera mentionnée ici, parce que vu que c'est un broker, parfois c'est sur les éléments, par rapport aux éléments quantitatifs, ils ont tendance à mélanger le cash et le cash réservé ici aux, 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 aux clients, d'accord, par rapport au cash destiné à l'entreprise. D'accord. Donc, le cash ici qui appartient réellement à l'entreprise. Donc, ils ont tendance à mélanger les choses. Donc, pour cette compagnie, je vais la prendre à 15 fois les bénéfices. Je dis 15 fois les bénéfices parce que, vraiment, voilà, ici, le marché a tendance à s'échanger aux alentours de 15 à 16 fois les bénéfices par là. D'accord. Donc, mais généralement, sa moyenne, c'est de 20 fois les bénéfices. Je prends 20 fois les bénéfices si j'enlève la dette. Vu que je vais prendre 15 fois les bénéfices parce que je n'ai pas l'information par rapport à la dette ici, pas que je n'ai pas l'information, je peux aller la retrouver ici, mais voilà. Je ne me suis pas rendu compte ici que cette information, que je ne pourrais pas l'avoir, que ces logiciels ne donnaient pas la véritable information. Donc, on va faire simple. Ok, donc ça, je sais que c'est déjà assez conservateur ici, ce que je vais faire. D'accord, donc ici, si on s'attend à des bénéfices, enfin, entre parenthèses, parce que je prends en considération la croissance ici, donc on est, entre parenthèses, on est assez optimiste également, donc prenez les deux. Donc ici, à 5,12 $ l'action attendue en 2025 par rapport à multiplié par 15 fois les bénéfices, ok, on aura 76,8 $ l'action. Ok, donc aujourd'hui, je dirais que cette compagnie-ci est sous-évaluée. Si on vous reverse la totalité des bénéfices nets attendus en 2025 par rapport au prix actuel, vous aurez un rendement aux alentours des 10%. Okay? Si on vous reverse la totalité des bénéfices nets attendus en 2023 ici, donc soit 3,63 $, je vais déjà voir à peu près par rapport au trimestre, ça représente combien. Oui, on est presque à ce niveau-là sur le dernier trimestre ici. Donc, divisé par 51, vous avez un rendement sur coût ici de 7%. Donc, ça peut être assez intéressant d'aller creuser ici en profondeur. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas les chiffres qui vont vous sauver ici. Hein. C'est surtout la compréhension de ce business model-là et la confiance que vous aurez par rapport à ce management-ci. Si vous ne comprenez pas cette entreprise, n'y allez pas. Parce que les chiffres actuellement ici, elle n'est pas si facile à analyser que vous le pensez. D'accord ? Donc, surtout cette partie-là, il faut vraiment l'éclaircir ici. Donc, moi, je vous ai donné ici l'information générale, mais également, je vous dis toujours, allez lire vos rapports financiers. Elle a publié ses résultats financiers aujourd'hui. Du point de vue quantitatif, c'est assez intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le management, c'est ce que les analystes vont poser comme question. Est-ce que le management va mentionner par rapport à tous ces derniers éléments ici qu'on a mentionnés précédemment, notamment la reclassification ici des obligations, etc., et comment est-ce qu'ils perçoivent le marché. Donc, c'est également une entreprise qui avait l'habitude de faire de racheter énormément d'actions, ce qu'elle va avoir tendance à ne plus faire dans les mois à venir, tout simplement parce qu'elle a dit ici que l'environnement ambiant ici, lui, ne l'encourageait pas à le faire. C'est bizarre pour une entreprise qui devrait racheter ses actions quand elle est sous-évaluée. Parce que techniquement, sur le plan quantitatif, elle est sous-évaluée. Donc, ce genre de message-là, il faut faire attention. Parce que ça va un peu il y a un tout petit peu, comment on dit ça, les informations sont un peu en sens opposé parce que techniquement, j'aurais tendance à racheter les actions de mon entreprise si elles me semblent sous-évaluées. Je n'aurais pas tendance ici à ne pas le faire. Donc, il y a peut-être anguille sous roche ici. Je sais que ça peut vous faire peur à la fin de la journée, mais comme je vous l'ai dit, l'investissement dans cette compagnie-ci dépendra ici de la capacité à comprendre à peu près ce qu'on fait ici. N'allez pas juste sur les éléments quantitatifs, et je ne suis pas en train de vous dire que c'est une mauvaise entité ici. Je pourrais vous dire ici que je suis assez confiant par rapport à cette compagnie-ci, mais ça ne vaut absolument rien si vous ne lisez pas vous-même vos rapports financiers. Ok? Moi, j'ai fait un tout petit peu l'effort de lire ici, mais je n'ai pas encore terminé. Je ne peux pas lire une entreprise, je ne peux pas lire 400 000 entreprises ici. Ça me prend peut-être. En réalité, pour à peu près apprécier une compagnie, je peux prendre à peu près une semaine réellement. Ok, ça, c'est juste en prenant en considération les 2 dernières années ou bien les 2 derniers conference calls parce que ça demande vraiment du temps. Ok, mais ce qui ressort à peu près, c'est que c'est une entreprise assez intéressante ici. Donc peut-être ici, on a trop le marché surréagi. Mais les informations ici, je vais aller écouter les conférences calls à peu près pour avoir voilà. Peut-être que j'aurai un second avis dans les mois à venir. Ok, donc. Au prix actuel, quantitativement, c'est assez intéressant. Le dividende, etc., dernièrement, ils ont même augmenté leur dividende ici. Hein. Je pense que vous allez voir cette information-là. Sans doute, c'est une information qui vous intéresse généralement ici. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la pérennité des bénéfices nets ici, la stabilité du business en lui-même. OK? Donc, ici, elle aura tendance à augmenter ce dividende-là si tout est correct ici au niveau des bilans. OK? Je parle bien au niveau des bilans. Je ne parle pas ici des éléments ici opérationnels.
Ok, les éléments opérationnels sont importants, mais c'est surtout le bilan qui m'intéresse ici. Le bilan n'est pas mauvais, mais quand je dis, c'est surtout la compréhension même de ce business model-là ici. C'est ce que j'aimerais approfondir un tout petit peu. Donc, j'ai des questions ici. J'ai un ensemble de questions ici à aller reposer au management. Enfin, quand je dis, je ne veux pas poser des questions directement, mais je veux voir si les analystes ont eu tendance à poser ce genre de questions-là. D'accord? Donc, peut-être qu'on va revenir sur cette compagnie-ci dans le futur, mais c'est peut-être assez intéressant en date d'aujourd'hui pour ceux qui veulent commencer à approfondir sur Charles Schwab. Schwab, Charles, comme vous voulez. D'accord? Donc, comme je le dis, c'est toujours mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et n'investissez jamais dans une compagnie sans lire les rapports financiers parce que si vous le faites, vous êtes en train de spéculer, vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui fait de l'analyse technique. Ok? Encore que je n'ai pas de problème avec l'analyse technique, mais je dis toujours une chose, c'est que les chiffres, c'est bien, mais lire les rapports financiers, c'est mieux parce que l'analyse quantitative, c'est présenter les chiffres. C'est une analyse qu'on appelle vulgairement fondamentale, mais en fait, c'est l'analyse quantitative, c'est juste pour présenter les chiffres, poser les bonnes questions. Et quand vous allez lire les rapports financiers, ici, vous allez avoir tous les éléments qualitatifs, c'est-à-dire vous allez faire parler ces chiffres-là. OK? Croissance des revenus, si on ne sait pas pourquoi, ça ne sert à rien du tout. D'accord? Donc, lisez vos rapports financiers. C'est une entreprise assez intéressante également ici, allez approfondir. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.